Moi, il m'est jamais rien arrivé, et pourtant c'est dommage parce que j'ai toujours rêvé, par exemple, de voir un ovni, d'avoir quelque chose. Non, il m'est encore jamais rien arrivé, mais c'est pas pour ça que je suis sceptique. J'ai énormément de respect en fait pour les témoignages des gens. J'ai lu des milliers et des milliers de témoignages de gens, aussi bien sur des expériences de mort imminente, sur justement l'ufologie. Il se passe tellement de choses dans notre quotidien qu'on s'aperçoit que la science est à 10 000 années de lumière encore de la réalité, quoi. Donc il y a énormément de gens qui se basent sur la science, mais on ne peut pas tout expliquer par la science, quoi. Et qu'il va falloir au bout d'un moment. Je pense que je vois autour de moi que les gens n'ont pas besoin de faire appel à l'extérieur. Ils se recentrent sur eux-mêmes en réfléchissant aux expériences qu'ils ont vécues et essayer de trouver une interprétation. Alors que je vois que c'est un changement quand même par rapport aux générations précédentes. Quand tu lis des témoignages de personnes qui ont vécu des choses étranges dans les années, tu vois, 50, 60, c'était toujours l'aspect physique spectaculaire, tu vois. J'ai vécu un truc, écoute, j'ai vu une créature incroyable. Alors que maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, c'est, écoute, j'ai vécu un truc, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi où ça m'a bouleversé. Et il y a eu un échange. Et c'est pour ça que même tu vois de plus en plus de bouquins qui parlent comme OVNI et conscience. Il y a un rapport en fait avec la conscience de toutes ces expériences étranges, paranormales. Il y a un rapport avec un échange avec la conscience, quelque chose qu'on n'arrive pas encore à maîtriser, quoi. Ça va au-delà de la manifestation physique. Alors qu'avant on parlait que de la manifestation physique. Si vous parlez à Jean-Pierre Petit, il va dire mais j'en ai absolument rien à faire de tout l'aspect spirituel. Moi ce que je veux savoir c'est comment ces vaisseaux ils arrivent à se déplacer et tout ça. Donc voilà. Enfin, en fait, il m'est arrivé ce type d'événement, mais j'ai pas prêté attention. Tout dépend de l'attention que tu accordes à chaque fois aux événements. Donc quelquefois, je vois des personnes qui relatent un fait, et puis ça me fait le titre. Je me dis, ah oui, mais moi aussi, mais il m'arrive quelque chose. Mais spontanément, quelque chose qui va marquer ma vie au point où je me dis, ça c'est un événement, je n'oublierai jamais. Bah, en plus, j'ai des gros problèmes de mémoire. Donc, tu vois, quand tu me demandes des souvenirs d'enfance, bah, j'ai du mal à les retrouver, quoi. Mais même aussi bien la mémoire à long terme qu'à court terme, hein, quoi. C'est un gros, gros problème pour moi. Il faut toujours que je lutte pour avoir des souvenirs. Là, par exemple, en attaquant mon nouveau film Vortex 2, je m'attaque au monde du rêve et je me suis rendu compte que depuis des années, je me souviens plus de mes rêves. Et là, le fait d'attaquer Vortex 2 en me disant je vais parler du domaine onirique, eh bien, je commence à me souvenir de mes rêves. Et donc, dès que je me réveille, je dis attends, je me remémore ce qui vient d'arriver, je l'écris ou simplement le remémorer dans ma tête, qu'est-ce qui est arrivé. Je vais vers le dictionnaire des rêves, parce que je me suis acheté le dictionnaire des rêves, et je regarde la signification du rêve. Et ça, c'est pour ça que quand je disais il faut s'intéresser de plus en plus à l'invisible, la plupart des gens disent j'ai rêvé de ça, mais ouais, c'était bizarre. Alors que si tu fais un effort, toujours par rapport à la conscience, de dire qu'est-ce qui s'est passé, je vais essayer d'analyser mon rêve et est-ce qu'il n'y a pas un message derrière. Ça peut aller très très loin, mais parce que tu peux ne pas interpréter ton message. Par contre, ce qui est intéressant justement là quand on regarde le dictionnaire des rêves, c'est qu'ils expliquent que le rêve, c'est pas simplement on recrache pas l'ensemble de ta journée. Le rêve, c'est pour te donner des informations sur ton futur. Et il y a même des rêves prémonitoires d'ailleurs tu en as énormément au jour le jour. Et donc, je commence à m'intéresser à ça, parce que s'intéresser à l'invisible, le meilleur moyen de s'intéresser à l'invisible, parce que des manifestations comme ça, originales, au quotidien, moi, j'en ai pas eu. Mais j'ai quand même, comme tout le monde, j'ai quand même des rêves. Et si je parvenais à étudier un petit peu ces rêves, à aller un peu plus loin, je pense qu'on pourrait découvrir certaines choses, ouais, sur les mondes invisibles, les messages, les synchronicités que tu vois dans la vie quotidienne. Ça, par contre, il y a une période où je me suis intéressé aux synchronicités. C'est quelque chose. Si tu fais un récapitulatif de l'ensemble de ta journée, une fois qu'elle est terminée, tu t'aperçois qu'il y a eu des cheminements, des messages, et puis quand tu essaies d'être conscient sur l'ensemble de ta journée et de faire attention aux synchronicités, tu remarques que tu en as toujours au moins une dans la journée.
Et c'est incroyable, hein. Il faut vraiment prêter attention à ça. Ouais, c'est une question compliquée, mais c'est vrai que faudrait remarquer, comme tu dis, toi, tu as remarqué que c'était à ces moments-là que ça se développait. Est-ce que pour chaque individu, c'est pas différent? Je vais essayer de remarquer ça. Mais par contre, ce qui est super, mais là ça fait depuis un moment que je l'ai pas fait, hein, je l'ai fait il y a quelques mois, mais quand tu commences comme je te dis, à récapituler l'ensemble de la journée, euh, et aussi bien au moment présent de capter les moments où il y a une synchronicité. Alors, ce qui est dommage, c'est que la plupart du temps, quand tu remarques une synchronicité, la signification de la synchronicité, c'est pas facile en fait. Comprendre la synchronicité, quel a été le message en fait. Euh, J'en parle dans Vortex, l'aube de la souveraineté, puisque j'ai voulu mettre en scène la synchronicité par le fait que le personnage principal de Serena a des doubles dans d'autres dimensions. Et que ces doubles nous font justement des signes dans notre vie. Donc quand Serena rencontre son double dans une autre dimension qui est le côté masculin, puisqu'elle rencontre Yenos, le jeune homme qui est plus jeune qu'elle, donc qui est plus naïf, j'allais dire, qu'elle. Et la première chose que son double lui dit, il lui dit, c'est mais je te rencontre enfin, tu peux pas savoir le nombre de fois où j'ai essayé de te divulguer des messages et que tu les as pas repérés dans ta vie. Donc ça, j'ai voulu le mettre en scène. Et ça, c'est pas facile aussi de trouver un moyen dans le cinéma pour exprimer ses idées de synchronicité, par quel moyen passer. Et donc j'ai trouvé l'idée du double qui était dans d'autres dimensions et qui disait un peu, pas comme un ange gardien, mais vraiment un double comme si notre corps était fragmenté en plusieurs parties dans différentes dimensions. Et que quand tu es arrivé, bah, c'est un petit peu l'idée peut-être du cinquième élément, où tu arrives à toi à se rassembler, bah, tu es devenu l'être suprême, quoi. Voilà. Ça va parler du rêve et ça va parler aussi le rêve, en fait, c'est un peu un prétexte, en fait, pour... dans le premier épisode, tu sais, t'as vraiment des portails, un peu comme Stargate, où tu franchis un portail pour accéder à une autre dimension. Alors que là, en fait, tu te sers du rêve, de faire des sortes de rêves lucides, qui vont te permettre, en fait, d'aller chercher des informations de l'autre côté du miroir, de faire appel donc tu t'endors, et puis ça va te permettre d'aller dans une autre dimension, pour agir dans d'autres dimensions, quoi. Donc le rêve est un outil. Et puis j'aimerais parler aussi des êtres de la nature, parce que c'est quelque chose que je connais pas très bien en fait, donc je suis en train de me documenter là-dessus, parce qu'il y a énormément de témoignages aussi de gens qui ont rencontré des êtres de la nature. Donc c'est pas les fées Disney, hein, c'est vraiment, quand on parle de fées, bah, c'est des êtres d'aspect totalement transparent, et qui quelquefois arrivent à communiquer par télépathie, hein, à délivrer des messages à des personnes qui parlent de conscience, justement. Donc je suis en train de me documenter là-dessus, puisque c'est un monde qui m'intéresse. Euh, Peu importe que ça soit un ovni, que ça soit un extraterrestre, que ça soit une fée, ce sont toujours des entités qui sont dans d'autres sphères, qui ont peut-être des informations à nous communiquer. Et voilà, le deuxième volet de Vortex, en fait, c'est de passer à la fois par le rêve et puis sur les êtres de la nature. Jésus, je pense que c'était un être humain exceptionnel. Mais par contre, je veux pas trop m'attarder dessus. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve que les écrits ont été déformés, ont été retraduits, ont été interprétés. Donc malheureusement, il y a peut-être qu'un dixième du message qui est intéressant et qui est véridique. Donc je fais très attention à ça. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a réussi à aller très loin dans la spiritualité, à se sublimer. Après, tout ce qui est interprétation religieuse, symbolique, je prends toujours ça avec beaucoup de pincettes, parce que je vois qu'il y a énormément de personnes qui s'intéressent à ça, essayer de décrypter chaque écrit de la Bible, essayer de trouver une interprétation. Je veux pas rentrer là-dedans, en fait. Le principal, je pense, c'est de savoir qu'il y a il y a toujours des êtres humains qui sont exceptionnels, qui arrivent à changer la vision du monde d'une partie de la population, et qui arrivent à modifier leur regard, et
qui a eu un impact énorme en fait sur l'ensemble de l'humanité, mais par contre, quand on regarde bien sur tout ce qu'il y a eu après sur les guerres de religion, etc., il faut vraiment faire la part des choses, quoi. Oui, effectivement, je pense que Jésus a existé. Je pense que c'était un être exceptionnel. Après, tout ce qui est dualité, est-ce qu'il était parfaitement un être 100% bien, etc. Quand tu regardes le Nouveau Testament et que tu regardes bien les écrits, il y a des choses qui sont quand même très très dures. Et ça, c'est souvent mis de côté, hein, tu sais, par la religion ou même par les gens qui s'intéressent à la vie de Jésus. Ils s'intéressent uniquement aux écrits qui vont dans le bon sens. Et quelquefois, c'est quand même assez costaud, quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup de recul. Moi, ce qui m'intéresse uniquement, c'est toutes ces personnes qui ont réussi à avoir une influence sur là, c'est une influence mondiale, c'est une influence énorme. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Mais pas rentrer dans les détails. À partir du moment où tu rentres dans les détails de la vie de quelqu'un, que ce soit n'importe qui, hein, que ce soit dans une star, un ami que tu as l'habitude de voir, si au bout d'un moment tu le côtoies tous les jours et que tu le fréquentes trop, eh ben tu t'aperçois que ouais, bah, il y a peut-être pas tout à garder. Et pour Jésus, c'est exactement la même chose. Donc beaucoup de recul et surtout pas d'en faire une personnalité, j'allais dire, impeccable, parfaite, qu'il faut suivre à tout prix, quoi. Oui, tout à fait. Bah, t'as l'impression que c'est une notion philosophique naturelle, tu vois, une base, alors qu'en fait, ça demande énormément de travail. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, euh, son message finalement, c'est dire faisons tous en sorte que ça fasse le chiffre un. Mais tu t'aperçois que dès ta naissance, bah, toi tu vas avoir le chiffre un, la personne après va avoir le chiffre 2. On est tous éparpillés, si tu veux. Et ça demande un effort, alors que lui, il le dit de la manière aimons-nous les uns les autres comme si c'était quelque chose de naturel. Et je pense que ça ne peut pas être quelque chose de naturel. Donc c'est là où justement, par rapport à ce type de déclaration, soit effectivement tu le prends au pied de la lettre, et là je suis pas du tout d'accord, ou soit à ce moment-là il dit aimons-nous les uns les autres, c'est le sens où j'allais dire presque symbolique et alchimique de la transformation, devenons tous de l'or quelque part. Donc essayons de nous sublimer tous pour ne former qu'un. C'est peut-être ça le message. Donc tu as deux côtés. Soit tu le prends au pied de la lettre, et à mon avis c'est impossible parce que justement on est tous différents, ou soit il dit sublimez-vous pour essayer d'arriver à ce chiffre 1. Mais après il faut aller encore plus loin que ça à mon avis. Le cran au-dessus, c'est de parler de fréquence, puisque tout est fréquence. C'est essayer tous d'aller dans la même fréquence. Et à partir du moment où la fréquence est déviée, le message est dévié. Donc de revenir à la source. La source, c'est quand tu arrives à garder la même fréquence sans variable. Tu n'as plus de courbe sinusoïdale, tu as un trait, tu as une linéarité où voilà, le message il est plat, il n'a pas besoin d'être transformé. Donc de retirer tous les programmes quelque part dont on parlait tout à l'heure, puisque nous sommes tous des programmes. De se déprogrammer, de retourner à la source. Donc je pense que c'est le stade après au-dessus, le troisième niveau de compréhension du truc. Ma définition de l'amour, je crois que c'est l'amour justement, c'est retourner au naturel. L'amour, le véritable amour pour moi, c'est tu ne triches pas quand tu es dans l'amour. Tu es au naturel. Et quand je parlais tout à l'heure de mon enfance où j'avais l'impression que tout était joué, surjoué, qu'on était dans une pièce de théâtre, il n'y avait pas ce côté amour parce que les gens essayent de plaire. Tu vois, ils jouent dans une pièce de théâtre, ils essaient de plaire, ils essaient de jouer un rôle. Alors que l'amour, tu n'as pas besoin de te forcer, tu n'as pas besoin de te transformer il est naturel. Donc le véritable amour, je pense que c'est revenir dans le sens naturel, sans artifice. L'amour n'a pas besoin d'offrir forcément un bouquet de fleurs pour montrer qu'on est amoureux, tu vois. Tu vois dans le regard, il n'y a pas de, voilà. Expérience de mort imminente, je pense qu'il faut prendre des pincettes.
que les gens ont trop tendance à croire qu'à partir du moment où ils sortent de leur corps, qu'ils sont totalement maîtres de la situation. En fait, c'est comme dans la vie réelle, hein, je pense que quand tu fais ce type d'expérience, il faut être protégé. C'est pareil quand tu prends une voiture, si t'as pas de carrosserie, si t'as aucune protection et t'arrive le moindre accident, eh ben tu morfles quoi. Donc je pense que l'expérience de mort imminente, il faut avoir du recul là-dessus. Euh, Ne pas croire tout ce que l'on voit aussi, parce qu'il y a non seulement une interprétation du cerveau, et puis il y a aussi, il faut se remettre dans le contexte que dans l'invisible, effectivement on n'est pas seul, et vous avez des entités vampiriques qui peuvent très bien se servir de vous, et vous faire croire toutes sortes de choses. Toutes sortes d'expériences, même en ufologie, il faut être très... Moi je suis très respectueux en fait des témoignages, et par contre il faut toujours avoir un recul sur l'interprétation, parce que les gens ont toujours tendance à dire ouais, j'ai vécu une expérience merveilleuse de mort imminente où j'ai vu mes proches, etc. Et vous n'êtes pas sûr en fait de faire appel, de voir vos proches. On peut très bien faire des projections holographiques, se servir de votre boîte noire, de votre mémoire et l'utiliser pour vous faire des projections et vous attirer dans un certain sens, quoi. Donc toujours avoir certains reculs par rapport à ça, parce que je vois des gens qui sont à fond dedans et qui disent ouais j'ai vu mes proches, j'en suis sûr, il m'a dit ça, 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 j'en ai la preuve. C'est pas parce que on a utilisé votre mémoire que effectivement par rapport à un événement, si vous retrouvez un proche qui vous a parlé directement en vous disant tu te souviens de cette chose qu'on a vécue ensemble, euh, c'est pas forcément l'entité auquel vous pensez, quoi. Oui, pour l'expérience de mort imminente, toujours un recul par rapport à ça, par rapport au couloir de lumière. On a toujours tendance à dire il faut aller vers la lumière, il faut aller, soi-disant que la lumière c'est ce qu'il y a de meilleur, hein. On va pas vous dire aller vers l'ombre, parce que tout notre conditionnement fait que on a toujours tendance à vouloir aller vers la lumière. Ça peut être aussi une projection holographique pour vous faire aller vers où vous voulez. Donc toutes les personnes qui ont vécu ces expériences de lumière, qui sont allés au bout du tunnel, ont vu soit leurs proches, ou soit on leur a dit de revenir sur Terre, qu'ils avaient encore plein de choses à faire, qu'ils devaient continuer leur vie, etc. Et donc finalement, on peut assimiler ça à une sorte de pile rechargeable, où on vous invite à refaire un tour, une réincarnation, en fait. On se sert de vous comme une pile rechargeable, et vous faites des tours sans arrêt à l'intérieur de la matrice, et vous ne sortez pas de la matrice. Et la plupart des gens qui s'intéressent au phénomène de mort imminente ont tendance à voir le couloir de lumière comme quelque chose de fantastique. C'est vrai qu'effectivement on se sent bien, d'après les témoignages, parce que moi je ne l'ai pas vécu, mais la plupart des gens disent qu'ils se sentent bien, qu'ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire, qu'ils ont revu leurs proches, que c'était l'amour inconditionnel, etc. Attention, recul par rapport à ça, on peut berner une personne de diverses façons, quoi. Ça me convient pas du tout parce que c'est faux. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité, quoi. Donc, même quand vous rentrez à l'intérieur d'un tribunal et que vous voyez ça, je- c'est d'un autre temps. Voilà, c'était à une époque, c'était à l'époque de la Révolution, des droits de l'homme, où voilà, on estimait qu'il fallait tendre vers ça. Alors que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le dit, alors que ce n'est pas réel. On dit qu'on est en liberté, qu'il y a l'égalité et la fraternité, alors qu'on ne le vit pas du tout. Donc c'est un total mensonge, quoi. Donc il faut actualiser la chose, je pense que voilà, faut être conscient, dire la vérité, alors que là actuellement c'est un mensonge, il faut dire aux gens, ben voilà, effectivement on essaye de s'améliorer, et on essaie de prouver qu'on s'améliore, que les politiques agissent pour le bien de la nation, et il faut qu'ils le prouvent. Alors que le problème c'est que c'est devenu un acquis, c'est-à-dire voilà, telle personne est élue, donc forcément, elle agit pour le bien du peuple, c'est devenu une normalité, alors que non, il faudrait qu'il y ait un système où les élus rendent des comptes, comme c'est le cas dans certains pays, et s'ils n'arrivent pas à effectuer ce qu'ils avaient promis, bah, ils dégagent, quoi.
Et liberté, égalité, fraternité pour le commun des mortels, dans son quotidien, non, c'est totalement faux. Dans la société dans laquelle on vit, on n'est pas libre. De nos jours, en fait, on n'est pas libre. On le voit au quotidien parce qu'il y a entrave à la liberté d'expression, entrave aussi sur la liberté des comportements. Il y a un truc qui est quand même incroyable, hein. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de réfléchir au fait que si tu te balades tout nu dans la rue, eh bien, on te met une amende et c'est interdit. Alors, c'est un truc, depuis tout petit, j'y pense, je dis, mais en fait, c'est stupide ce truc. Pourquoi? Parce que c'est naturel d'être nu finalement, on n'est pas né avec des vêtements. Regarde le chat, le chien, il se met pas des vêtements. Pourquoi est-ce qu'on interdit à l'homme? Ça, c'est une entrave à la liberté qui est incroyable. Et depuis tout petit, ça m'a toujours étonné, mais pourquoi on empêche les gens de se balader à poil, quoi, s'ils ont envie de se balader à poil, il est où, quelque part, on devrait avoir honte de son corps? Il y a quelque chose qui cloche, quoi. Tu vois, dès le départ, la société nous conditionne en disant, il ne faut pas que tu te montres, aussi bien physiquement, il ne faut pas que tu te montres sur tes idées. Si tu dis des choses qui ne plaisent pas à certaines personnes, eh ben, on va te censurer. Tu vois, et si je pense qu'on rejoint la question de tout à l'heure, euh, sur l'uniformisation des comportements, quoi. Ça sert à quoi? Parce qu'on sait très bien de toute façon que la dette, on n'arrivera pas à la rembourser, donc autant la gommer. Parce que quand tu parles, il faut rembourser 400 milliards, on sait très bien qu'on ne peut pas le sortir. Même si un projet à long terme, tu peux pas dire, bon, dans 8 ans, pile, on pourra rembourser la dette. La dette, c'est impossible, on sait très bien que c'est pas possible. Donc autant la gommer, c'est du bourrage de crâne. Aujourd'hui, quand il y a un être humain qui naît sur Terre, il est endetté. C'est un truc de dingue quand même. Ça veut dire quelque part que, elle est où la joie de vivre, elle est où la liberté aussi? Parce que je pense que le fait d'être libre et égaux en droit, quand tu nais, on t'emmerde pas, il faut que ça soit zéro, sauf que les comptes soient zéro, quoi. Voilà. Et le fait d'être endetté, il y a quelque chose qui cloche. Et ça, par contre, ça fait partie de nos sociétés. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre, quoi. Et je pense qu'ils essaient de sauvegarder leur système. Et qu'ils veulent surtout pas le remettre en question. Et pourquoi on essaie sans arrêt de rester dans la Cinquième République? Parce que en fait, le système est bâti de telle manière qu'il faut surtout pas le changer parce que ça peut être à leur désavantage. Et, dire qu'une personne est en dette, vous vous rendez compte le pouvoir que ça a? C'est-à-dire qu'une personne, elle doit quelque chose. Elle ne vit pas, comme elle a envie. Doit rendre des comptes à quelqu'un. Même en étant née, dès le départ de sa naissance, elle doit rendre des comptes à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tenir l'individu en esclavage sans arrêt. C'est la société de consommation, j'allais dire, du point de vue, politique, quoi. C'est tenir les gens par les rênes. À partir du moment où tu le vois très bien, quand tu prends un crédit pour ta maison et tout ça, t'es tenu, quoi. Tu peux pas dire, ah bon, bah, je laisse tomber mon métier, de toute façon, je vais vivre dans une caravane. La première chose que tu dis, ah purée, mon crédit maison, mon crédit voiture, comment je fais? C'est la toute première chose que tu dis. Et quand on parle de crédit, bah, on tient les gens par les rênes, quoi. Je lui dis, maintenant, c'est moi qui décide de la suite des événements. Je lui dis pas j'ai envie de me faire pardonner, je lui dis pas j'ai fait des erreurs, je lui dis pas la prochaine fois je m'améliorerai, je dis maintenant c'est moi qui décide. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il fallait arrêter de courber les chines et de faire le dos rond et de subir et de toujours s'en vouloir, toujours se rendre coupable. J'ai fait telle bêtise, je m'en veux, j'ai fait souffrir telle ou telle personne. Oui, mais si j'avais pas été humain, j'aurais pas fait subir tant de choses, j'aurais pas morflé, j'aurais pas subi tout ça. Donc j'ai pas souvenir d'avoir demandé à être humain, et même si j'avais demandé à être humain, à ce moment-là, il faut accepter sa condition. J'ai été humain, donc j'ai été humain toute ma vie, effectivement. Mais dans cette vie d'humain, il y a il y a beaucoup de moments où j'ai pas pu décider par moi-même. J'essaie, comme je disais tout à l'heure, de décider de plus en plus par moi-même, de reconduire ma vie. Mais pour l'après, par contre, tu touches pas, et c'est moi qui décide de tout, quoi. Et la première chose que je décide, c'est de ne pas revenir sur Terre,
Moi, la régression hypnotique que j'ai faite, j'étais dans l'univers et je baignais tout autour des planètes et j'étais dans une joie où j'éclatais de rire en fait. Tellement j'avais, c'est comme si quelqu'un te donnait une blague et t'arrivais plus à t'arrêter de rire. J'étais dans cette condition-là quand j'ai été projeté dans une sorte de tribunal en fait, avec deux entités, qui m'ont dit tu vas sur Terre. J'ai dit mais non, je suis trop bien là, les mecs, et je suis au milieu des planètes, je suis dans le bonheur et tout. Et j'ai senti qu'en face de moi, les entités rigolaient pas du tout, quoi. Elles n'avaient pas envie de plaisanter, quoi. Et donc, c'était comme une sorte de tribunal, sauf que c'était un faux tribunal parce que j'avais pas le droit de m'exprimer, en fait. Ils m'ont dit, chut, tu te tais. Ils m'ont chopé par les bras, ils m'ont traîné par les genoux. Donc, sensation, quand tu fais ça en régression hypnotique, je peux te dire que d'un seul coup, quand tu es en pleine joie, et puis d'un seul coup, on te force, on te traîne par les genoux, et tu sens presque comme si tes genoux saignaient, que tu dois aller sur Terre. Et puis, le moment d'après, en fait, j'ai senti comme si on faisait un gros zoom, chut, et hop, j'arrivais sur la planète Terre, tu vois. Et là, c'est pour ça, toute mon enfance après, où je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi? Où j'ai senti qu'il y avait un décalage, je dis, putain, non, je veux pas retourner là, quoi. Il y a un souci, je veux partir. Donc là, oui, la première chose que je dirais à Saint-Pierre, c'est maintenant, c'est moi qui décide et je veux retourner dans la joie. Voilà. Je pense que lui, il dira, il va essayer de m'impressionner, me dire, c'est pas à toi de décider. Moi, je dirais, si, c'est à moi de décider, parce que il y aura toujours ce rapport de force parce que l'univers, c'est toujours en fait cette dynamique, si on parle en termes de fréquence, soit tu gardes ta fréquence, parce que toutes ces projections, tu vois, toutes ces séances d'hypnose, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il faut voir simplement des fréquences qui communiquent. J'étais dans une fréquence de joie, tu vois, j'étais dans l'univers, j'étais parfait, j'avais aucun souci, j'avais envie de rire, j'étais dans le bien-être. Et d'un seul coup, j'ai senti que ma fréquence a commencé à vibrer et ne plus être constante. Et qu'on m'imposait de changer de fréquence. Et j'ai senti que la décision ne venait pas de moi, qu'on m'a imposé en fait de changer de fréquence. Alors que moi, je voulais rester dans cette fréquence-là. Tu vois, ouais, j'essaie toujours de dézoomer au maximum quand je réfléchis à toutes ces analyses d'hypnose et tout ça, de ramener, en fait, de retirer tous les voiles et de revenir à la fréquence, la vibration simplement. Et quand tu réfléchis en termes de vibration, tu vois simplement cet effet-là en fait. Ce monde, je le trouve impitoyable et à la fois, on est arrivé à un point où les gens n'ont plus envie de chercher, n'ont plus envie de... Tu le vois très bien au quotidien, hein, quand quelqu'un, tu lui files un pavé, tu lui files un bouquin à lire, il dit oh là, c'est trop long, moi, je vais pas passer des heures à chercher, à me documenter, donc il faut que tout aille vite. Et le problème, c'est que pour des tas de choses de la vie courante, on est obligé de passer par ne pas aller vite en fait, pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Et le problème, c'est que ça va tellement vite qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Et voilà, je pense que vers où on va, c'est ça, c'est que les humains ne comprennent pas ce qu'ils font. Et c'est le plus dangereux en fait. À partir du moment où tu agis par automatisme et que tu agis aussi par rapport de force et de soumission, quand tu as des rapports comme ça, tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire et que c'est pas toi qui crée, qui décide, qui agit, eh bien tu rentres directement vers le virtuel. Moi je vois, parce qu'on est en rapport avec ma famille, avec beaucoup de familles différentes qui sont en instruction en famille, il y a beaucoup de parents qui ont réussi à faire la démarche de sortir leur enfant de la console de jeux vidéo, par exemple. C'est un travail qui est énorme. Parce qu'il faut le faire à petit feu, parce qu'il ne faut pas brutaliser le gamin parce qu'il ne comprend pas. En fait, si le gamin se réfugie dans le jeu vidéo, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de lui accorder. Lui, il se réfugie dans le jeu vidéo parce que la vie est décevante, tout simplement, parce qu'elle ne lui convient pas. Mais d'un autre côté, on ne le pousse pas en lui disant, mais attends, je vais rester un moment avec toi pour t'expliquer les choses. Et comme il ne comprend pas, il se réfugie dans le virtuel. Donc je vois de plus en plus de parents qui comprennent ça et qui essaient de sortir les enfants du virtuel. Et je retrouve des gamins, tu vois, avec l'époque qu'on a connue où nous on se baladait en vélo, tu sais, quand je te parlais tout à l'heure des jeux de rôle, où tu as des jeunes qui commencent à s'amuser, qui refont du foot, ces trucs tout bêtes.
Mais va te balader. À notre époque, quand tu te baladais en voiture, tu voyais dans les jardins des gamins qui jouaient au foot, qui faisaient des tas de choses. Moi, je me souviens, on faisait des tas de choses le mercredi après-midi. Et maintenant, tu as l'impression, même quand tu te barres en course, tu vas dans un magasin, il n'y a plus d'enfants. Où sont les enfants? Ben, les enfants, ils sont tous enfermés, ils sont tous dans des maisons, ils sont tous dans des boîtes, en fait. Et qu'est-ce que ça va donner comme génération après? C'est ça qu'on se demande. Vu qu'il n'y a pas d'expérience avec l'extérieur, moi, je me dis, je suis un petit peu responsable parce qu'avec le métier que je fais, c'est un métier où je suis devant un ordinateur, comme on disait tout à l'heure, devant un ordinateur où je crée des films, où je crée du virtuel. Donc, qu'est-ce que je montre à mes enfants? Donc, il faut avoir un regard extérieur en essayant de dire, oui, mais moi, je fais ça, c'est mon métier, mais attention, la vie, c'est pas forcément ça. Ça, c'est ce type de métier, mais t'es pas obligé de faire ce métier. Essaye d'aller vers d'autres horizons, quoi. Je pense que ce qui pourrait changer la donne, c'est de redonner les pouvoirs à l'individu, comme on parlait tout à l'heure, justement, sur la façon de voter. C'est des choses tout bêtes, mais ça veut dire qu'on ne sera plus dans une société paternaliste, mais une société où c'est l'individu qui décide, qui prend ses responsabilités. De nos jours, il n'y a plus personne qui veut prendre de responsabilités. Quand tu regardes les contrats d'assurance, quand tu regardes tout ce que tu veux, plus personne ne prend. Non, non, c'est pas moi, c'est lui. On partage les torts et tout ça parce on veut désigner personne, c'est un accident. Bref, on essaie de tout rendre plat, tout rendre, tu vois, qu'il n'y ait plus de collines. Alors qu'en fait, à partir du moment où on va redonner à l'individu confiance en lui, parce que les gens n'ont plus confiance en lui, les gens obéissent à des schémas. Et à partir du moment où la personne arrivera à reprendre confiance en elle, arrivera à décider, je pense qu'on va retrouver, tu vois. Et comme c'est une boucle, je me dis qu'il y a quand même un espoir. Je me dis que comme l'histoire fait toujours des boucles, je pense que là, on est arrivé à un certain point où ça peut redescendre et ça peut recalmer les gens si on leur donne confiance en eux et si on les laisse surtout s'exprimer. Parce que ça sert à rien de tout garder en soi. Quand tu gardes tout en soi, en toi, tu te crées des maladies, quoi. C'est une société malade pour moi. Donc à partir du moment où on aura extériorisé les choses et qu'on ne les aura pas rendues à l'intérieur du corps, qu'on les aura extériorisées, faire sortir les choses, le cancer sera vaincu.